La centrale hydroélectrique de Beauharnois, véritable joyau d'art déco, se dresse au cœur de la région du Suroît, en Montérégie, depuis 1932. Découvrons ensemble sa riche histoire et ses multiples facettes. Je m'appelle Marie-France Barrette. J'ai été guide animatrice ici à la centrale de Beauharnois tout au long de mes études universitaires. Hydro-Québec offre des visites guidées ici à Beauharnois depuis les années 60. Donc, il y a vraiment des milliers de visiteurs qui ont eu l'opportunité de découvrir plusieurs aspects de la centrale. Et je pense que ce qui était le plus impressionnant pour les gens, c'est de voir la longueur du bâtiment, de voir aussi l'architecture art déco qui date des années 20, des années 30 et qui est vraiment magnifique ici. C'est une centrale qui est très puissante aussi, une des plus puissantes du réseau d'Hydro-Québec. On parle quand même de la 5e centrale la plus puissante au Québec. La centrale de Beauharnois est alimentée par le fleuve Saint-Laurent qui prend sa source dans les Grands Lacs. La grande réserve d'eau douce des Grands Lacs provient d'un bassin de drainage de près de 774 000 km². Cette superficie est plus importante que celle de la France en entier. Pas étonnant que le débit du Saint-Laurent soit si extraordinaire. Une fois arrivées au lac Saint-François, les eaux du fleuve Saint-Laurent sont dérivées vers le canal de Beauharnois jusqu'à la centrale. Elles passent ensuite dans les turbines et s'écoulent vers le lac Saint-Louis, un élargissement naturel du Saint-Laurent. Il a fallu déployer de grands efforts et faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et même d'un peu de témérité pour mener à bien la construction du canal de Beauharnois au 20e siècle. L'histoire débute en 1888 avec les premières petites centrales hydroélectriques qui naissent un peu partout à travers le Québec. Tous les villages souhaitaient avoir l'électricité dans leur domicile. Quelques ingénieurs jonglaient avec l'idée d'installer sur le Saint-Laurent, à cause de son débit d'eau, entre autres, extraordinaire, déjà installer une centrale hydroélectrique. Il y a un ingénieur plus inventif que les autres, créatif, du nom de Robert Oliver Swayze, qui s'installe à Montréal et qui regarde ce magnifique fleuve à la hauteur de Beauharnois et entêté comme pas un, se dit « je vais construire une centrale ici ». Mais le projet est tellement gigantesque à l'époque, en bon visionnaire, il se dit « on va construire la centrale en 3 étapes ». Comme ça, le marché va évoluer et absorber graduellement ce trop-plein d'énergie, au fond. Mais il y a plein d'embûches. La dénivellation à la hauteur de Beauharnois n'est pas énorme, 24 mètres. C'est pas suffisant pour parler de grande centrale. Cependant, le débit d'eau du Saint-Laurent à cet endroit est de 8000 mètres cubes d'eau seconde. C'est énorme. Ce qui fait que même si la chute d'eau n'est pas énorme, le rendement de cette centrale est unique au monde, même aujourd'hui. Il fallait concevoir un canal d'amener de 26 km de long, 1 km de large, et que la centrale utilise sa quote-part d'eau, si on veut, pour alimenter ce qui deviendra avec le temps 2 groupes auxiliaires et 36 groupes principaux qui vont former cette belle centrale d'une élégance extraordinaire. Les équipements utilisés à l'époque sont bien différents de ceux d'aujourd'hui. Heureusement, au moment de la construction, M. Swayze avait déjà inventé la drague à succion pour faciliter les travaux. Les travailleurs ont pu creuser beaucoup plus vite qu'à la main. Munis de puissantes pelles, les travailleurs ont déplacé près de 200 millions de mètres cubes de déblais au fil des mois. La terre a été récupérée pour construire des digues de chaque côté du canal et ainsi y retenir l'eau. Dès 1930, environ 2300 personnes ont commencé à aménager les installations. Quelques 500 travailleurs habitaient alors dans des camps à même le chantier. Un chenal pour la navigation, aussi creusé sur la rive nord du canal, menait à la centrale de Beauharnois au fil de l'eau. En 1929, c'est la débâcle financière à la bourse de New York. C'est le début de la Grande Dépression. Cependant, Swayze se dit ce projet-là va se poursuivre. Tant et si bien, malgré la crise, que 3 ans plus tard, on inaugure les premiers groupes de la première centrale de Beauharnois. Le 14 avril 1944, c'est une date charnière dans l'histoire de l'électricité au Québec. Le premier ministre d'alors, Adélard Godbout, fait voter une loi qui exproprie les avoirs électriques et gaziers de la Montreal Light and Power et pour gérer
les avoirs de cette compagnie, il crée une société d'État, pas la moindre, Hydro-Québec. La croissance économique fuse de partout, d'où la nécessité d'aménager rapidement la 3e section de Beauharnois qui offre un service au kilowattheure le plus bas possible, finalement. Une fois terminée en 1961, la centrale deviendra, à l'époque, la plus puissante centrale au Canada. Donc, en 1963, Jean Lesage et René Lévesque poussent l'idée de permettre à Hydro-Québec de nationaliser, d'acheter l'ensemble des compagnies privées d'électricité au Québec. Faire un tout unifié pour mieux planifier l'aménagement des ressources hydroélectriques dont on dispose encore. Un patrimoine énergétique incommensurable, légué à des générations et des générations de Québécois. Depuis sa construction, la centrale de Beauharnois joue un rôle de premier plan dans le parc d'installation de production d'Hydro-Québec. En effet, sa première fonction est d'alimenter le réseau québécois. De nos jours, la centrale a une puissance d'un peu plus de 1850 MW, soit assez d'énergie pour alimenter 370 000 résidences. Située tout près de Montréal, la centrale contribue aussi au rétablissement rapide du réseau de la ville en cas de panne majeure. L'électricité qu'elle produit sert aux échanges avec les réseaux voisins de l'Ontario et des États-Unis. La centrale de Beauharnois remplit un rôle essentiel au sein du réseau québécois de production d'électricité. Étant donné que la construction de la centrale remonte à de nombreuses années, Hydro-Québec a mis en œuvre un ambitieux programme de rénovation. Depuis 1994, des équipes effectuent des travaux de réfection et de modernisation. Les travaux visent à faciliter l'exploitation de la centrale et à augmenter la fiabilité de la production d'électricité sans interrompre les activités. Il faut réussir à entretenir la centrale et faire des projets de modernisation, tout ça en même temps. Donc, il y a des équipes qui s'occupent plus du projet, qui sont dédiées au projet de modernisation qui peut durer 1 an. Et ensuite de ça, en parallèle, il y a les équipes de maintenance qui s'occupent d'entretenir les 34 ou 35 autres groupes qui sont en fonctionnement. Dans les 20 dernières années, on a plus d'1,6 milliard d'investis. À l'extérieur, l'enveloppe du bâtiment a été refaite, a été mise aux normes sismiques d'aujourd'hui. Toute la fenestration de la centrale a été changée. Puis à l'intérieur, il y a eu la relaxation de la centrale pour réaligner la centrale là, pour qu'elle soit droite. Il y a aussi toute l'instrumentation des groupes qui est remplacée. Quand on parle d'instrumentation, on parle des mesures de niveau, de pression, de débit, les températures. C'est sûr que c'est un défi de rénover les groupes sans arrêter la centrale complètement. Dans le fond, on fait 1 à 2 groupes à peu près par année. 36 groupes, quand on va avoir fini, on va recommencer encore. À travers les réfections, modernisations, chaque alternateur, on a été capable d'aller chercher une couple de mégawatts de plus. Ça fait qu'on est passé de 55 à 72 mégawatts. On passe pas nécessairement plus d'eau, on optimise l'eau qui passe. Les anciens postes étaient situés à l'extérieur, ils étaient vraiment plus grands, ça prenait plus d'espace. Tandis que là, quand ils sont intégrés dans un bâtiment, tout est plus compact. Parce que justement, le gaz SF6 permet de mettre des distances d'approche électrique plus petites. Les électriciens n'ont pas besoin de sortir dehors habillés avec des grosses mitaines pour aller inspecter les équipements. Tout est fait à température pièce. Le style d'origine a été conservé lors des agrandissements successifs des installations. Le patrimoine et l'architecture ont été respectés pendant tout le processus de réhabilitation et de modernisation. Le style Art déco, retenu à l'époque de la construction, se caractérise par des lignes pures à la verticale et de grandes fenêtres, ainsi que par l'utilisation de pierres de taille. Au début des années 2000, Hydro-Québec a reçu plusieurs prix d'excellence comme celui de l'Institut canadien de la construction en acier, en reconnaissance des efforts qu'elle a consacrés à la préservation du patrimoine. L'intégration d'un nouveau bâtiment à l'ouest de la centrale a été saluée par l'Ordre des architectes du Québec. Tout près de la centrale, la voie maritime du fleuve Saint-Laurent passe par le canal de Beauharnois. Elle relie le lac Saint-François et le lac Saint-Louis et permet à de nombreux navires commerciaux de remonter ou de descendre le fleuve et de se rendre jusqu'au cœur du continent et au Grand Lac. Hydro-Québec favorise la production d'électricité à partir de ressources renouvelables et protège l'héritage environnemental des générations à venir. Pour ce faire, elle fait appel à ses conseillers en environnement.
Le canal de Beauharnois, c'est avant tout un milieu naturel d'une très grande richesse écologique. D'ailleurs, l'organisme Canards Illimités y a aménagé des marais de part et d'autre du canal. Ces marais représentent principalement des zones importantes de conservation d'oiseaux migrateurs et abritent des oies des neiges et des bernaches qui viennent s'alimenter et se reposer en vue de leur migration. Tous les amphibiens recensés le long du canal de Beauharnois, c'est la rainette faux-grillon qui attire notre attention. C'est la plus petite des grenouilles existantes au Québec. Elle est de très petite taille, de 2 à 4 cm, et elle va utiliser les milieux humides peu profonds pour y pondre ses œufs, pour se reproduire, et elle va utiliser la terre ferme pour circuler et s'alimenter. Le statut particulier de la rainette faux-grillon, c'est un statut d'espèce désignée vulnérable qui fait en sorte qu'on va mettre les bouchées doubles pour protéger son habitat, et plus particulièrement dans un contexte où Hydro-Québec doit réaliser des travaux le long du canal de Beauharnois. À leur arrivée dans le fleuve Saint-Laurent, les jeunes anguilles se heurtent à de nombreux obstacles, dont les barrages et la centrale de Beauharnois. Afin de permettre la libre circulation des jeunes anguilles, Hydro-Québec a aménagé 2 passes migratoires à chacune des extrémités de la centrale. Les passes migratoires, c'est en quelque sorte de longues échelles inclinées sur lesquelles les jeunes anguilles vont remonter habilement. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers d'anguilles qui franchissent les passes migratoires pour se rendre jusqu'au Grand Lac. C'est à cet endroit où elles vont passer la grande majorité de leur vie d'adulte. Qui dit passe migratoire dit suivi environnemental. Et dans ce contexte, Hydro-Québec fait appel à des biologistes qui vont procéder au marquage et à l'échantillonnage des jeunes anguilles. Ça va nous permettre à ce moment-là de comprendre leur comportement et de faire un suivi de l'espèce à Beauharnois. La MRC de Beauharnois-Salaberry, en collaboration avec Hydro-Québec, a créé le parc régional de Beauharnois-Salaberry. Le parc régional de Beauharnois-Salaberry comporte de nombreux aménagements offerts à la population et au grand public, dont un vaste réseau de pistes cyclables, des haltes récréo-touristiques, des aires d'observation et de détente, des rampes de mise à l'eau, le tout à la satisfaction de la population. La centrale de Beauharnois est exceptionnelle à tous les points de vue. Une histoire inspirante depuis 1932. Une puissance phénoménale à l'échelle mondiale. Un environnement dense et protégé. Et une architecture art déco sublime. D'être au cœur de la production d'hydroélectricité, une énergie qui est propre, qui est renouvelable, qui est vraiment une richesse puis une source de fierté aussi là, pour le Québec.